Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. L'histoire d'aujourd'hui commence au printemps 1951 en Bourgogne, au cœur de la célèbre Côte d'Or. La vie agricole et paisible du petit village de Vosne est, comme depuis toujours, rythmée par le cycle des saisons qui anime la vigne et le son du clocher de la petite église Saint-Martin qui égrène les heures. Mais depuis plusieurs semaines, des bruits insolites viennent troubler la quiétude laborieuse de celle que l'historien Gaston Roupnel appelait déjà en 1936 la perle de la côte. Boum, boum, boum. Sur le coteau qui domine le village et dont les vignes sont si célèbres que les habitants ont choisi en 1866 d'accoler à son nom celui de son plus fameux cru pour devenir Vosne Romanée, des silhouettes s'affairent dans une parcelle en bordure de la forêt au-dessus des Richebourg. Boum, boum, boum. À intervalles réguliers, on entend les bruits de puissantes explosions qui fracturent la roche affleurant à cet endroit pour creuser des trous ou planter quelques nouveaux ceps de vigne. Depuis les ravages du phylloxéra, ce terrain aride et rocailleux a été abandonné par les grands propriétaires de vignes pour qui le vin que pourrait produire un jour cette parcelle inhospitalière ne valait pas les efforts nécessaires à la travailler. Dans cette friche, en lisière de bois, où quelques vaches paissaient de temps à autre, un charretier du domaine Camuset avait planté des topinambours pendant la guerre pour subvenir aux besoins de la famille. Or, l'an dernier, un jeune vigneron qui n'a pas pu reprendre le domaine familial promis à son frère aîné s'est présenté chez le notaire pour se porter acquéreur d'une partie de cette parcelle d'à peine 1 hectare. Et, à sa grande surprise, lui qui s'attendait à devoir batailler pour remporter la mise, il s'est rendu compte que personne d'autre n'en voulait. Après un hiver passé avec son épouse Marcelle, pioche à la main, à sortir de cette terre si difficile des tonnes de cailloux, désormais empilés en une sorte de talus, le voilà maintenant qui défonce la roche à coups de nitroglycérine pour préparer ses plantations. Il lui aura fallu près de 400 bâtons de dynamite pour arriver à ses fins. Mais la parcelle est bientôt prête à être plantée et les habitants de Vosne Romanée vont pouvoir retrouver la tranquillité. Les plants, il les a choisis en sélection massale à partir de vieilles souches mères pour produire ici un grand vin de terroir, un vin qui aura le goût de l'endroit. Ce jeune vigneron s'appelle Henri Jaillet et la parcelle qu'il vient de passer des mois à préparer pour la replanter, c'est le Cros Parentou. Il était né le 6 février 1922 à Vosne Romanée et, bien qu'élevé dans une famille vigneronne, il se rêvait plutôt en aviateur. Il avait bien travaillé chez un négociant bourguignon dès ses 16 ans, mais alors qu'il souhaitait poursuivre ses études, son père Eugène le rappela au domaine pour y travailler quand ses 2 frères aînés furent mobilisés à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est un ami de la famille, René Angèle, qui le poussa à étudier l'œnologie et réussit à convaincre son père en arguant que ses études ne lui prendraient pas plus d'1 journée par semaine pendant tout juste 1 année. Le père accepta et le jeune Henri suivit la formation créée et enseignée par Angèle pour obtenir en 1942 le tout premier diplôme d'œnologie de la faculté de Dijon qui sera converti en diplôme national d'œnologue en 1956. Sous la houlette de René Angèle, véritable érudit et figure tutélaire du vignoble bourguignon de l'époque, je recommande à tous les amateurs de vin la lecture de son propos sur l'art du bien boire, Henri Jaillet apprit l'art de la vigne et du vin, et au sortir de la guerre, il était désormais prêt à reprendre le domaine familial. Mais le retour de ses frères en décida autrement. Selon l'usage de l'époque, son frère aîné Lucien reprit le domaine qui avait sa propre étiquette depuis 1934, et son cadet, Georges, opta pour une carrière dans les eaux et forêts, tout en demandant à son jeune frère Henri de s'occuper de ses vignes, qui donneront un Échezeaux Grand Cru et un Nuits Saint-Georges Village, sous l'étiquette Georges et Henri Jaillet. Profitant d'un héritage de 3 hectares, dont des parcelles dans les Échezeaux et les Beaumonts, Henri lança donc son propre domaine en vinifiant son premier millésime seul en 1945. Grâce à son mentor René Angèle, il obtint de Maria Noiraud-Camuset, alors propriétaire du domaine éponyme, une seconde parcelle dans le Cros Parentou et le métayage de plusieurs ouvrets de Richebourg, ainsi que de quelques parcelles sur Vosne Romanée et Nuits Saint-Georges.
il est désormais propriétaire de 72 arts du Cros Parentout, quand Madame Noirot-Camusé lui donne en métayage la trentaine d'arts restantes du domaine familial encore en friche. Décédée en 1959 sans enfant, elle lègue le domaine à son neveu Jean Méot, alors conseiller du général de Gaulle, qui confirme les 4 métayers recrutés par la famille dans leur baux, dont Henri Jayer. C'est ainsi qu'il devint le seul vigneron à travailler et à produire le Cros Parentout, un cru appelé à entrer dans l'histoire. La parcelle apparaît déjà sur le cadastre de Vaune en 1827, et dans son Histoire et statistique de la vigne et des grands vins de la Côte d'Or publié en 1855, le docteur Laval la mentionne comme une 3e cuvée, au même titre que les Petits Monts. Camille Rodier en parle dans son ouvrage de 1920, mais c'est bien le travail acharné et méticuleux d'Henri Jayer qui en fera la parcelle d'exception que nous connaissons aujourd'hui. Durant les premières années du domaine, Jayer vend la majorité de ses vins au négoce. Tout au long des 30 Glorieuses, le marché des vins de Bourgogne est encore très largement dominé par les négociants, qui, ayant les capacités d'acheter les vins et les réseaux pour les vendre, font le marché et dictent les prix aux producteurs. Henri Jayer lui-même citait en exemple le millésime 1959, de grande qualité, mais assez abondant, et qui ne s'était pas vendu cher. La mise en bouteille et l'étiquetage des vins au domaine est encore rare à l'époque, et seuls quelques marchands américains achètent en direct depuis les années 30, comme Frank Schoonmaker au domaine Ramonet-Prud'hon ou Frédéric Wildman chez Armand Rousseau. Les vins de qualité ne se vendent pas assez cher pour que les domaines puissent gagner correctement leur vie, et, poussés par le négoce qui privilégie le prix sur la qualité, de nombreux vignobles français, dont une partie de la Bourgogne, s'engagent sur la voie de la productivité. Ils embrassent les nouvelles méthodes agricoles de l'époque, faisant la part belle à l'usage d'intrants chimiques à la vigne, tels que pesticides et engrais, et de produits œnologiques à la cave, comme les levures, bactéries et autres compléments. De nouveaux clones plus productifs sont plantés, et la qualité, autant que le caractère des vins, se dilue à mesure que les rendements augmentent. À l'aube des années 70, la qualité dans de nombreux vignobles français, y compris la Bourgogne, a perdu de sa superbe. Seuls quelques vignerons se battent pour maintenir les méthodes traditionnelles et refuser le dogme de la chimie et du rendement. Henri Jayer est de ceux-là. Il rappelle à ceux qui veulent bien l'entendre qu'au-delà de 40 hectolitres par hectare, le terroir commence à s'effacer, et que les vignobles ancestraux plantés en foule jusqu'à 50 000 pieds par hectare, avant l'arrivée du phylloxéra, produisaient des rendements de l'ordre de seulement 20 hectos. Les vignes excessivement nourries par l'apport d'intrants en surface ne développent plus leurs racines en profondeur, et les baies perdent en concentration et en caractère. L'excès d'engrais, et notamment de potasse, a dilué des vins qui manquent de chair et de structure, forçant les œnologues à chaptaliser. Des voix, comme celle de Jules Chauvet, dénoncent dès cette époque les errements de cette agriculture productiviste, et la décennie 80 va servir de point de bascule avec l'arrivée des premiers domaines en culture biologique et en biodynamie, en réaction à cette fuite en avant. Entre-temps, Henri Jayer a cessé de vendre au négoce pour se lancer en direct à partir de 1976, et c'est une dégustation en Californie qui va changer l'histoire du domaine. Avec le millésime 78, Henri Jayer expédie ses premiers vins aux États-Unis via son importatrice Martine Saunier, qui les présente à l'occasion d'un événement à Los Angeles. Le succès est immédiat, d'autant plus que, de l'aveu même d'Henri Jayer, 1978 est le plus grand millésime qu'il ait jamais vinifié. Difficile de penser sans jalousie aux quelques heureux marchands et journalistes qui ont reçu des échantillons de Richebourg et de Cros Parentout 78 d'Henri Jayer. Après la dégustation, la rumeur se répand comme une traînée de poudre et les vins d'Henri Jayer deviennent vite célèbres à travers les États-Unis et en Angleterre. À cette époque, le vigneron, déjà soixantenaire, est encore perçu en France comme de la vieille école, durement critiqué par certains des plus célèbres journalistes, dont certains sont encore actifs et bien connus aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait des vins d'Henri Jayer des crus si particuliers ? Comme le disent tous les grands vignerons, le vin
se fait avant tout à la vigne. Et la qualité des vins d'Henri Jayer prenait avant tout son origine dans un travail méticuleux sur chaque cep appris auprès de ses aînés. C'était la taille dès 5 heures du matin, ou le labour avec son premier cheval pilote, et un travail entièrement manuel dans les premières années, avec des journées de 15 heures parfois. Il faut aussi rendre hommage à son épouse Marcelle, rencontrée avant la guerre et qui a partagé sa vie et son travail, ce qui était la même chose. En plus de s'occuper de la maison, elle travaillait à la vigne autant que lui et a toujours joué un rôle essentiel dans la production du domaine. Henri Jayer ne rejetait pas le progrès, et il fut d'ailleurs un des premiers vignerons à acheter un enjambeur léger pour remplacer le cheval. Mais il refusait absolument les sirènes de la viticulture productiviste promues à l'époque, pour ne se laisser guider que par ses observations et son bon sens. Il préférait notamment planter des sélections massales de ce qu'il appelait le pinot tordu, par opposition aux clones de pinot dits droits qui se propageaient à l'époque. J'avais déjà parlé des clones dans l'épisode de la première saison sur les vieilles vignes, et si vous n'êtes pas familier avec ce concept, je vous invite à vous y référer. Dans son ouvrage « Le temps de la vigne, Henri Jayer, vigneron en Bourgogne », paru en 2011 chez Terres en Vue, Jacques Irigaud rapporte l'opinion du vigneron sur le rôle des clones. Attention aux clones, car on court le risque de n'avoir qu'un quart de matière sèche et 3 quarts de jus dans les baies, alors que le grain issu de plants fins, en provenance de sélection massale, contient 1 tiers de matière sèche et 2 tiers de liquide. Le vrai pinot, c'est 1 gramme par grain, 125 grammes par raisin et 125 grammes en tout. Ce rapport entre liquide et matière sèche étant la base de ce que l'on appelle plus communément la concentration des raisins, on comprend mieux la profondeur des vins d'Henri Jayer par rapport à ceux de certains de ses collègues. Et non seulement il obtenait des baies plus concentrées à la fois en sucre et en composés phénoliques, mais elles gardaient aussi des niveaux plus élevés d'acidité, contrairement aux raisins venant de vignes nourries en permanence à la potasse. Et c'est cette combinaison de concentration et d'acidité qui est encore aujourd'hui la marque des grands domaines, qui donnait à ces vins une intensité aromatique et un toucher de bouche d'un velouté absolument remarquable, en même temps qu'une vivacité fraîche qui en faisait des crus exceptionnels. À la cave, sa philosophie tenait en quelques mots : respecter le fruit. Il rejetait systématiquement l'usage de la rafle, qui donnait selon lui des goûts verts et de l'âpreté. S'étant rendu compte que les années plus froides donnaient des vins plus intenses en arôme et en couleur à la vinification, il fut l'un des tout premiers à conduire des macérations préfermentaires à froid pendant 5 à 6 jours pour une première extraction douce des polyphénols. Ces cuvaisons duraient de 15 à 18 jours uniquement en levures indigènes avant que les vins ne soient transférés en barriques. Ces fûts, Henri Jayer les voulait issus des meilleurs chênes de la forêt de Troncé, avec un séchage de 2 ans exactement. Et chaque année, quand il déchargeait le camion avec le tonnelier Jean-François qui venait le livrer, il prenait le temps de sentir chaque pièce pour s'assurer de la qualité du bois. Henri Jayer n'utilisait que des fûts neufs pour accueillir ses vins, car « on ne met pas des invités dans des draps usagés », disait-il en paraphrasant Aubert de Vilaine. Et il demandait un brûlage moyen, à même d'élever ses vins sans leur impartir un goût de café ou de torréfaction, ou leur donner trop de tanins issus du bois. On sait depuis longtemps que l'usage de barriques neuves et les arômes de vanille ou de clous de girofle qu'elles apportent peuvent déséquilibrer un petit vin. Mais dans le cas d'Henri Jayer, comme ces vins possédaient une concentration remarquable quel que soit le niveau d'appellation, ils étaient à même de soutenir un élevage prolongé de 18 mois en fût neuf sans que le bois ne prenne le dessus. Enfin, Jayer cherchait à intervenir le moins possible sur ces vins pour préserver au maximum tout le potentiel obtenu à la vigne. Et c'est la raison pour laquelle il refusait obstinément toute filtration, même s'il faut préciser ici que les méthodes de l'époque étaient nettement plus rudimentaires que ce qui peut se faire aujourd'hui. Il mettait ses vins en bouteille pièce par pièce, à la main, avec sa chèvre. Aucun rapport avec M. Seguin, la chèvre est un robinet à 2 becs qui, une fois qu'elle est sur le fût, permet de remplir une bouteille d'une main par l'un des becs verseurs,
pendant qu'on saisit de l'autre la prochaine bouteille vide qui sera remplie par l'autre bec-verseur. Il faut 2 heures de temps pour mettre en bouteille une pièce complète, soit 4 pièces par jour. En tout, Henri et Marcel passaient 3 semaines chaque année à mettre à la main les 25 000 bouteilles produites au domaine, quand il n'aurait fallu que quelques heures à un embouteilleur. L'intérêt de cette méthode artisanale était de pouvoir remplir les bouteilles délicatement sans perturber le vin ni le remuer, un aspect essentiel à sa clarté quand on ne pratique pas de filtration. Le revers de la médaille est qu'on peut parfois obtenir des variations de qualité entre le début et la fin de la pièce. Mais Henri Jayer s'est toujours défendu en arguant que de la première à la dernière, toutes ces bouteilles se valaient. Certains vignerons, comme Jean-François Coche-Dury, ont perpétué cette tradition. Mais la plupart des domaines préfèrent aujourd'hui réassembler les différents fûts d'un même vin avant la mise, ne serait-ce que pour s'assurer de l'homogénéité du lot. La partition d'Henri Jayer, c'était le terroir de Vosne-Romanée, où il possédait la majorité de ses 6 hectares de vignes environ. Vosne, la perle de la côte, sertie entre Nuits-Saint-Georges et Vougeot, sur ce coteau formé il y a des millions d'années par l'effondrement de la plaine de la Saône. Le finage de Vosne est assis sur des sols bruns calcaires, couverts d'un manteau de terre dont l'épaisseur va d'une dizaine de centimètres à peine à son sommet, à près d'1 mètre au pied du coteau. La composition des limons, éboulis et colluvions qui composent la couche de surface varie en fonction de la position sur la côte, mais aussi des nombreuses failles transverses qui la fracturent. Les géologues considèrent qu'on trouve une faille de 100 mètres tous les kilomètres, une de 10 mètres tous les 100 mètres et une faille d'1 mètre tous les 10 mètres. D'où le morcellement extrême des parcelles bourguignonnes et la myriade de terroirs et d'appellations toutes distinctes les unes des autres. Outre quelques vignes en AOC-Bourgogne et à Nuits-Saint-Georges, dont une parcelle dans le premier cru les Meurgers, Henri Jayer exploitait les Saules, les Barreaux et les Vigneux en Vosne-Romanée village, les Beaumont, les Brûlés et le Cros-Parentou en premier cru, ainsi que des parcelles dans les Échezeaux, les Cruaux et les Treux, et en Richebourg, dans les Verroilles et les Richebourg. Si vous allez à Vosne-Romanée, vous pourrez voir, sans rentrer dans les vignes bien sûr, les Richebourg, le Cros-Parentou juste au-dessus, avec le fameux mureau de pierres arrachées à la terre en 1950, et à son pied, côté nord, le premier cru au Brûlé. Situé en entrée de combe, le Cros-Parentou est un peu abrité, et un peu moins solaire que le Richebourg. D'où un caractère à peine plus frais, un peu plus minéral, et d'un pH typiquement légèrement inférieur au Grand Cru. Les Brûlés, à l'inverse, sont situés 1 ou 2 mètres plus bas, mais proposent une expression plus ronde et plus opulente. L'accord de métayage avec le domaine Méocamusé, au Cros-Parentou et au Richebourg a pris fin dans les années 80, et Henri Jayer partagea la production des millésimes 85 et 86 avec le domaine, avant que le bail ne se termine en 1987, qui fut son dernier millésime de Richebourg. Il continua cependant de collaborer avec le domaine et forma Jean-Nicolas Méot, qui dirige la maison aujourd'hui. Père de 2 filles ayant choisi une autre carrière que le vin, Henri Jayer commença en 1989 à confier ses vignes en métayage à son neveu Emmanuel Rouget, qui reprit également les parcelles de ses frères Georges et Lucien. Henri Jayer prit sa retraite en 1996, millésime à partir duquel il ne garda plus que 3 pièces de Cros-Parentou, car c'est le maximum qui lui était autorisé par l'administration des retraites. 2001 fut son dernier millésime, et à partir du millésime 2002, les 2 seuls Cros-Parentou mis en bouteille sont ceux d'Emmanuel Rouget et de Méocamusé. Henri Jayer nous a quittés le mercredi 20 septembre 2006, à l'âge de 84 ans dans son village de Vosne-Romanée, et son épouse Marcelle s'est éteinte le 12 décembre 2013, à l'âge de 92 ans. Figure respectée puis révérée de son vivant, Henri Jayer est devenu, après sa mort, une véritable légende du vin de Bourgogne, qui est notamment mentionné à plusieurs reprises dans le manga Les Gouttes de Dieu.
Il y a près de 40 ans, Bernard Pivot lui avait même consacré une nouvelle policière, La liste d'attente, publiée aux éditions Lire en 1986. Une nouvelle dans laquelle un amateur frustré de ne pouvoir se procurer les précieux flacons du maître assassinait l'un après l'autre ses prédécesseurs sur la liste d'attente du domaine. La dernière page de l'histoire du domaine s'est refermée le 17 juin 2018, quand les filles d'Henri Jayer ont mis en vente les ultimes bouteilles de la cave familiale. Aujourd'hui, les vins d'Henri Jayer ont quasiment disparu, et je vous invite à ne pas trop vous fier aux bouteilles bien trop nombreuses qui réapparaissent régulièrement. La plupart des bouteilles que j'ai expertisées ces dernières années étaient des contrefaçons. L'héritage d'Henri Jayer, c'est avant tout sa passion et sa vision du vin qu'il a partagée et transmise avec plaisir pendant des années avec les jeunes vignerons qui venaient le voir en quête de conseils et d'éclairage sur les subtilités de la vinification ou de la viticulture. Au premier rang de ces vignerons, on peut citer son neveu Emmanuel Rouget, mais aussi Jean-Nicolas Méot, Philippe Charlopin ou Christophe Roumier pour rester en Bourgogne, mais encore Didier Dagneau et Bernard Foucault dans le Val-de-Loire, Marc Kredenweiss en Alsace, ou Ted Lemon et David Ramey en Californie. Chacun à sa manière, leurs vins nous donnent aujourd'hui à goûter un peu de l'inspiration d'Henri Jayer. Peut-être, pour reprendre Chateaubriand, le plus puissant souffle qui jamais anima la terre bourguignonne.